Merci de nous préférer pour la livraison de l'actualité sur Speedline TV. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Dans les titres de l'actualité, un nouveau pape a été élu à la tête de l'Église catholique. Il s'agit de Robert Prévost qui vient en remplacement du pape François. L'élection du nouveau pape de l'Église catholique met ainsi fin à un bref conclave qui aura duré 2 jours. Retour sur son parcours dans ce journal. Le dialogue entre parents et enfants constitue un instrument efficace reconnu pour ses nombreux avantages sur le bien-être des enfants. Dans un monde en constante évolution, une communication solide avec son enfant est essentielle pour sa réussite, mais cela exige des méthodes que tout parent avisé doit adopter. Quelles sont ces méthodes? Éléments de réponse dans cette édition. Au cœur de l'actualité internationale, le chef de la junte au pouvoir au Mali a décidé de suspendre pour une durée indéterminée les activités des partis politiques et des associations apparentées, une mesure annoncée dans un contexte de vive tension. Les détails dans un instant. À nouveau, bonsoir. Vous le savez, c'est la grosse actualité depuis hier. Le cardinal Robert Francis Prévost devient le 267e pape sous le nom de Léon XIV. Le conclave a élu ce 8 mai le cardinal Robert Francis Prévost comme nouveau successeur de Pierre. Suivant. Après un conclave de 24 heures, la fumée blanche est sortie des cheminots de la chapelle Sistine l'instant d'après. Le monde entier a découvert le nouveau pape, l'américain Robert Francis Prévost, qui a choisi Léon XIV comme nom de règne. Habemus papam Robertum Franciscum cardinalem Prévost, qui sibi nomen imposuit Leonem decimum quartum. Originaire des États-Unis, il est un homme d'écoute et de synthèse, classé parmi les modérés et connaissant autant le terrain que les rouages du Vatican. La pace sia con tutti voi. La paix soit avec vous tous. Questo è il primo saluto del Cristo risorto. Très chers frères et sœurs, ceci fut la première salutation de Christ, du bon pasteur qui a donné sa vie pour le troupeau de Dieu. Moi aussi, je voudrais que cette salutation de paix entre dans les cœurs, rejoigne vos familles. Chacun, où que vous soyez, tous les peuples, la terre entière, la paix soit avec vous. Né le 14 septembre 1955, Monseigneur Prévost étudie au petit séminaire de l'ordre de Saint-Augustin dans lequel il entre en 1977. Détenteur d'une licence en théologie, il a un diplôme en mathématiques. Ordonné prêtre en 1982, il est 2 ans plus tard envoyé comme missionnaire au Pérou, un pays où il a servi pendant une 30aine d'années. Il revient à Chicago en 1999 comme supérieur provincial des Augustins du Midwest, puis prieur général en 2001. En 2014, le pape François le nomme administrateur apostolique du diocèse de Chiclayo dans le nord du Pérou. Créé cardinal en 2023 par François, qui a porté son ascension au Vatican, Robert Francis Prévost occupait notamment la tête du puissant dicaster des évêques, ce qui en faisait le conseiller du précédent pape sur les nominations des prélats. Natif de Chicago, Monseigneur Prévost a passé 2 décennies au total au Pérou, où il a mené une œuvre missionnaire et est devenu archevêque, évêque émérite de Chiclayo dans le nord du pays. Les vaticanistes en avaient fait le favori parmi les cardinaux américains en amont de l'élection, sur la base de son expérience du terrain, sa vision globale et sa capacité à naviguer au sein de la bureaucratie vaticane. Sa connaissance profonde du droit canon l'a aussi rendu rassurant aux yeux des cardinaux conservateurs aspirant à une attention plus grande portée à la théologie. Cette nouvelle n'est pas passée inaperçue dans le rang des leaders religieux au Bénin. Le cardinal Robert Francis Prévost est le nouveau souverain pontife de l'Église catholique.
Voici le père Nathanaël Soédé nous livre ses impressions. Il est au micro de Romare Kadosa et Bernardin Bongo. D'abord, c'est des impressions qui expriment la joie de toute l'Église catholique et même de l'humanité. Il suffit d'écouter les médias et de voir comment est-ce que l'humanité accueille cet événement avec beaucoup de joie. Et surtout, cela signifie que Jésus-Christ, Dieu qui s'est manifesté en nous à travers sa personne, est vraiment celui qui est le maître de l'univers. Et celui qui choisit pour continuer sa mission en tant que leader, principe d'unité de tous les pasteurs, de tous les fidèles. Quand on voit tel que son annonce a été faite, tel que l'annonce s'est réalisée à travers l'élection d'un pape a été accueilli, on ne peut rendre grâce à Dieu pour le don qu'il nous fait à travers ce pape. Et je voudrais dire également que ce pape est motif d'espérance, parce que ces premiers mots rejoignent ce que nous attendons tous par toute la terre. La paix, mais il a précisé la paix pour tous. Il vient pour nous dire que la question de paix, dont on parle si souvent, en termes généraux, la paix soit... Nous devons penser la paix pour toutes les parties. Et il a ajouté au mot de paix l'amour. L'amour est ce qui permet de produire et de reproduire sur le terrain ce qui fonde la paix et garantit la paix. L'entente mutuelle, la compréhension, l'écoute mutuelle, la réconciliation en temps de conflit. Et le pape a demandé que nous soyons tous des missionnaires qui bâtissent des ponts. Nous allons nous sentir envoyés pour bâtir des ponts qui suscitent et ouvrent les passages du dialogue. Et c'est là qu'on voit que le message qui vient adresser comme première parole touche toutes les nations, tous les cœurs. Et pour nous, ici au Bénin, et dans la sous-région, et partout sur le continent, nous sommes appelés à prendre en compte que Dieu nous envoie un pasteur qui nous amène à prendre en compte que nous devons parler de paix en pensant à tous, pas aux autres, mais à moi comme aux autres. Là, nous sommes tous concernés parce que nous devons tous entrer dans la dynamique du dialogue pour garantir la paix, autant pour l'autre, autant pour moi. Et je voudrais souligner dans cette dynamique-là que le Père nous demande tous d'être des bâtisseurs de ponts. Tous ceux qui contribuent à bâtir des ponts, à créer le dialogue, à l'entretenir. Nous devons en être les promoteurs, sinon des personnes qui encouragent cette démarche constructive. Nous attendons qu'il ait la parole d'unité qui rassemble. Et là, le pape est un messager prometteur. Ce qui est essentiel dans l'annonce de l'évangile dans toutes les religions, c'est la mise en pratique de la parole. Et le pape a mis l'accent sur la question sociale. Il a pris le nom de pape Léon XIII, en devenant Léon XIV, qui a été pape dans la jonction du 9e et du 20e siècle. Au début de l'industrialisation, en contexte où le socialisme, en même temps que le capitalisme, le libéralisme, cherchait à travers le développement et l'industrialisation à faire prévaloir les valeurs d'intérêt, d'argent, de puissance, de gouvernement. Ce pape Léon XIII, que celui-ci prend comme modèle pastoral, a écrit une lettre, encyclique, une lettre circulaire très forte qu'on appelle Rerum Novarum, les choses nouvelles. Que les questions nouvelles, les innovations technologiques, scientifiques, industrielles, en termes de développement, ne doivent pas perdre de vue les droits des ouvriers, les droits des laissés pour compte. Et ce pape a souligné surtout qu'on parle de lui des classes, des conflits. Ce n'est pas la lutte des classes qui doit prévaloir, mais l'amour entre toutes les classes. Voilà le modèle que ce papa a choisi. Pour nous dire qu'entre les nations, ce n'est pas les intérêts. Entre les partis politiques, les citoyens, ce n'est pas des conflits pour ceci, pour cela. Ce qui doit nous préoccuper, c'est quoi? C'est l'amour entre toutes les classes. Et puis au sein de l'église protestante méthodiste du Bénin, cette nouvelle est bien accueillie. Suivons. Je pourrais dire que c'est avec une grande liesse que le peuple de Dieu a accueilli la nouvelle hier. Comme quoi l'église aujourd'hui a un nouveau berger,
en la personne de Robert Francis Prevost, qui est un Américain et qui a été présenté, sorti à donner son discours sur la paix, si je peux le résumer ainsi. Dans son discours, comme je le ai dit, il a réitéré son appel à une église engagée dans un monde moderne et à la recherche de la paix, et de la charité, la paix, la charité, et à la recherche d'être plus en contact, la proximité avec les personnes souffrantes. Je crois que c'est un élément fort pour nous aujourd'hui, où l'Église, et j'allais dire tout le monde est en train de courir à la recherche de cette paix, qui n'est rien d'autre que de nous conformer à ce que le bon berger, le Christ lui-même, qui est l'homme de paix, est venu nous donner, est venu nous accorder dans ce monde. Je vous laisse ma paix, pas comme le monde la donne, mais je vous laisse ma paix en tant que le bon berger. Et nous prions au nouveau pape, nous prions pour le nouveau pape, pour que l'Esprit Saint le guide et l'accompagne dans cette mission que l'Église et Dieu lui a confiée. Et que dans cette confiance, que le Seigneur l'accompagne et que l'Église vive en paix, le monde vive en paix. Ce qui me paraît le plus important et dur, c'est de continuer, l'œuvre de son prédécesseur, qui n'est que de faire en sorte que les plus vulnérables, comme l'autre l'a fait, pour qu'on puisse les ressortir, c'est-à-dire amener les gens à la paix, comprendre que nous avons besoin des hommes, que nous devons amener tous à Christ dans une unité, mais sans aucune distinction de race, de peuple et ainsi de suite. Donc, tout simplement dire que nous voudrions que l'Église soit une Église où se trouvent des hommes, que les hommes choisis par Dieu conduisent dans une tranquillité de cœur. Et son travail sera d'agrandir l'œuvre de paix, la mission dans toute sa dimension sociale, pour que nous puissions vivre les uns les autres dans une tranquillité de cœur. Voilà ce qui est le plus important pour moi, et c'est ce que je disais tantôt, qu'il ne soit pas le représentant d'un continent, mais qu'il soit le représentant d'une universalité, ou bien de l'universalité de l'Église tout entière. L'Église, elle est universelle, et l'Église où Dieu a appelé les hommes, c'est pour une unité, et de façon diversifiée, chacun se retrouve, et que chacun dans cette situation se dise, il est tranquille, il est dans la paix, il est sans inquiétude, que nous avançons vers ce que nous recherchons tous, le royaume de Dieu, qui n'est rien d'autre que ce que déjà nous allons construire ici bas. Parce que nous, si nous vivons bien les uns avec les autres, avec amour, en notre sein ici bas, dans notre entourage, dans nos maisons, dans nos familles, dans le pays, et nous recherchons la paix de ce pays, je crois que nous allons montrer au monde entier que nous sommes capables de ce que Dieu nous a mis là pour transformer le monde pour le bien. Parlons éducation à présent. Le dialogue parents-enfants est une âme puissante recommandée en raison de ses multiples avantages pour la progéniture. Dans un monde en perpétuelle mutation, avoir une bonne dose de communication avec son enfant se révèle la panacée pour sa réussite sociale. Cependant, il convient de rappeler que cette attitude qui consiste à rapprocher son enfant auprès de soi nécessite des astuces que tout bon géniteur se doit de mettre en œuvre. À travers le reportage qui va suivre, Raphaël Sorin et Innocent Zokman nous font découvrir les avantages du dialogue parent. Établir une communication efficace avec son enfant est un fait courant dans des ménages qui en perçoivent l'utilité. Ainsi, à des occasions, il n'est pas rare de voir certains géniteurs
créer cette atmosphère autour d'eux en plaçant leur progéniture au cœur des débats. C'est au moment que tu vis, il faut causer avec ton enfant, il faut le mettre sur la voie et ça titille l'intelligence de l'enfant pour voir comment ton enfant raisonne, comment il peut être demain. C'est dans causerie qu'on peut connaître quelqu'un. Ce qui est en gestation dans la vie de l'enfant, c'est l'enfant même qui le dit. Il va le relater rapidement. Il faut tout faire pour saisir ce message-là. Ça permet aux parents vraiment de connaître ce qu'il a autour de lui comme enfant. Le fait de ne pas communiquer à la maison et de laisser les enfants aller chercher cette information au dehors fait que souvent les enfants s'égarent. Au regard de ces différentes interventions, le dialogue parent-enfant est donc une approche préconisée. Cela offre le boulevard qui permet à l'enfant de faire de ses géniteurs ses confidents. Et les enseignements qui en découlent traduisent la portée de cet acte qui se veut la clé de sa réussite sociale. C'est aujourd'hui, et plus que jamais, il va à l'école et tu lui donnes l'argent donc du petit déjeuner. Donc, arrivé à l'école, comment il arrive à gérer ça? C'est important. Mais il y a certains, sur son parcours, l'argent là, on dépense avant de venir, d'aller à l'école. Ce comportement-là, ce n'est pas bien. Donc, il faut apprendre à l'enfant que, attention, la bonne gestion, ça commence à partir de petit âge, jusqu'à ce qu'on grandisse. Avec là, ça rentre dans les habitudes. Ça fait que l'enfant est mûr. C'est-à-dire le papa ou bien maman a vu beaucoup de choses avant l'enfant. C'est lui qui va expliquer maintenant à ses enfants, ça là on fait, ça là on fait, ça là on fait pas. C'est pourquoi si d'autres enfants se retrouvent ailleurs, on dit mais ça c'est l'enfant de qui ça? Ou bien c'est l'enfant de qui parle comme ça? Ou il a appris à parler comme ça? Ça lui permet vraiment de savoir que dans la vie, c'est ce qu'il faut faire. Dans telle situation, c'est ce qu'il faut faire. Surtout ce qui concerne les histoires. Telle personne avait fait telle ou telle chose, avait mené telle vie. Et c'est ce qui lui est arrivé comme retombée. Et quand, en disant ça, tu enseignes déjà l'enfant. Ça permet à l'enfant de connaître les itinéraires possibles pour parvenir à la bonne résolution de ses problèmes dans la vie. Nos meilleures graines et nos champs les plus chers, ce sont nos enfants, a dit le célèbre auteur sénégalais Cheikh Hamidou Kane dans L'aventure ambiguë. Les ménager au mieux pour l'avenir est une responsabilité délicate qui requiert quelques astuces. Être un parent ouvert d'esprit, c'est très important. Parce que quand tu es un père ou une mère qui est toujours à la trousse de ton enfant, et c'est-à-dire, voilà, ça va fort dans tous les sens, l'enfant, il ne souffre pas. Et là, l'enfant va en quelque sorte aller se réfugier dans les bras, pour ne pas dire dans le cercle amical, ce qui n'est pas trop bien. Les enfants, il ne faut pas les amener à faire un choix. Ça veut dire quoi? On s'ouvre, donc à un moment, et du côté de papa là, on est fermé. Pourquoi? Parce que papa, il est vraiment sévère, et ça là, quand il rentre à la maison, mais tout le monde se range. Non, si c'est comme ça, tu ne vas pas gagner le pari. Au détour de ces causeries, est-il bien séant d'aborder des sujets tabous, y compris ceux relevant du domaine de la sexualité, afin de mieux armer l'enfant contre ces dérives? Sur la question, les langues se délient. Aujourd'hui, compte tenu des réalités, tu es obligé d'informer ton enfant sur la sexualité avant que l'enfant n'aille découvrir cela au dehors. Et c'est ça qui protège l'enfant. C'est très très important. C'est même un sujet aujourd'hui qui est d'actualité, qui n'est même plus un sujet tabou. Moi, je n'ai jamais entendu cela de la bouche de mon père. La sexualité ne s'enseigne pas. On peut en discuter avec son enfant. Comment il faut en discuter? Sans tu en discutes, ça veut dire que tu lui enseignes. Ça ne se dit pas. Il ne faut pas aller dans ce domaine-là avec n'importe quel enfant. À certain âge, je ne vois que tu n'as plus rien à cacher à ton enfant. À partir de 18 ans, selon moi, vous pouvez commencer à causer pour que l'enfant ne fait pas aussi l'erreur. Ce que tu le caches ici, il connaît déjà. C'est en ce moment-là qu'il faut lui mettre sur la voie. Somme toute, dans un monde en perpétuelle mutation, le dialogue parent-enfant s'avère nécessaire. Il se veut la principale arme qui forge au défi de la vie et par extension la clé d'une bonne éducation.
En interactualité, la crise politique au Mali franchit un nouveau cap. Le président de la transition, le général Assimi Goïta, a décidé de suspendre toutes les activités des partis politiques et des associations à caractère politique invoquant des raisons d'ordre public. Cette décision intervient dans un contexte de contestation croissante, alors qu'une grande manifestation était annoncée pour ce vendredi. Le reportage. Au Mali, la junte militaire a suspendu les activités des partis politiques jusqu'à nouvel ordre. L'annonce a été faite dans les médias d'État quelques jours seulement après le premier rassemblement pro-démocratie depuis le putsch qui a porté ses soldats au pouvoir il y a 4 ans. Le décret signé par le chef de la transition, le général Assimi Goïta, évoque des raisons d'ordre public selon la télévision nationale. La décision qui s'applique également aux associations politiques a été prise à l'issue d'une réunion du Conseil des ministres. Le week-end dernier, des centaines de militants ont défié les menaces de la junte pour manifester dans la capitale Bamako contre le projet de loi visant à dissoudre les partis politiques. La police avait bouclé la zone afin d'éviter les affrontements avec les partisans de l'armée qui tentaient d'empêcher le rassemblement. Une autre manifestation est attendue cette semaine. Assimi Goïta a pris le pouvoir à la suite de coups d'État en 2020 et 2021 avant de s'octroyer il y a une semaine les fonctions de président pour un mandat de 5 ans renouvelable. En République démocratique du Congo, le PPRD estime que le 19 avril dernier par le ministère de l'Intérieur qui lui ordonnait de suspendre ses activités politiques sur toute l'étendue du territoire national congolais est levée d'office. La mesure avait été prise à la suite de l'annonce du retour de l'ancien président Joseph Kabila dans le pays par Goma, une ville contrôlée depuis le mois de janvier par le groupe armé M23, soutenu par le Rwanda. Suivant. En République démocratique du Congo, le Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie, le PPRD, fait un retour remarqué sur la scène politique. Près de 3 semaines après la suspension de ses activités par le ministère de l'Intérieur, la formation de l'ancien président Joseph Kabila estime que cette décision est désormais caduque. L'arrêté ministériel pris le 19 avril dernier faisait suite à l'annonce controversée du retour de Joseph Kabila à Goma, une ville sous contrôle du groupe armé M23. Une visite confirmée par certaines sources, mais niée par ses proches. Aujourd'hui, le PPRD s'appuie sur la loi pour justifier la reprise de ses activités sans décision judiciaire. Une suspension ne peut excéder 15 jours. Selon son avocat, aucune suite n'ayant été donnée par la justice, le parti peut légitimement reprendre ses actions. Le ministre de l'Intérieur, Jacquemain Chabani, affirme de son côté que le dossier est entre les mains du parquet qui dispose de 2 fois 15 jours pour se prononcer. Ce bras de fer juridique et politique souligne les tensions croissantes entre l'ancien président et l'actuel pouvoir en place dans un contexte sécuritaire toujours préoccupant dans l'est du pays. Ici prend fin ce rendez-vous de l'actualité. Merci de rester en notre compagnie. Suivez-nous en continu sur speedlinetv.bj/live et sur nos différents canaux digitaux Facebook et YouTube.